Donc, on est en direct sur Révolution Permanente. On va faire une interview de Timothée Esprit, qui est élu CGT à Toré CFE. Tu t'expliqueras qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est un peu cette boîte. Et en fait, on fait cette interview parce que vous êtes au cœur d'une grève dure, d'une grève qui est assez poussée, avec des revendications très intéressantes. Et donc, directement, on va essayer de discuter un petit peu de cette grève et plus de la situation. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent sur Révolution Permanente, on fait des interviews. Alors, on n'est pas des journalistes et c'est pas BFM TV ici. Donc, voilà, moi, je suis tourneur-fraiseur dans l'aéronautique et j'interviewe un autre ouvrier de l'aéronautique et on va discuter un petit peu du terrain, de choses que vous verrez pas, en fait, dans les médias classiques, on va dire. Donc, salut Timothée, ça va déjà? Si tu veux te présenter et raconter un petit peu la grève, euh, Euh, nos abonnés. d'accord, donc du coup, moi c'est Timothée Esprit, donc je suis délégué syndical CGT de l'entreprise Toré, donc c'est une filiale. Pourquoi CFE? C'est parce que c'est une filiale qui du coup fait que ça s'appelle Carbon Fiber Europe, puisque nous produisons de la fibre de carbone à destination en partie pour l'aéronautique et l'autre partie pour l'industrie. Donc c'est une implantation qui est dans le Béarn, donc dans le sud-ouest de la France près de Pau, sur un bassin chimique de lac et qui, aujourd'hui, nous sommes 412 salariés. Nous étions 440 il y a encore 2-3 ans. Et ils veulent nous passer à 383, chose que l'on a appris donc le 15 octobre lors de l'annonce du plan de suppression d'emplois. D'accord, donc c'est assez récent, quoi, ces attaques. Enfin, comme tu expliques, en fait, ça a déjà commencé les suppressions d'emplois et ils remettent une couche avec un PSE, si j'ai bien compris, ou c'est un plan de départ volontaire, puis un PSE? En fait, l'un est toujours assorti de l'autre. Donc du coup, dans une première phase par un DPV. C'est-à-dire qu'ils vont demander à ce qu'il y a les volontaires. Donc là, ils ont un chiffre de 29 licenciements secs, on va dire, de 29 suppressions là, de gens à licencier, quoi. Puisque le reste du travail qu'ils ont à faire en termes de suppression d'emploi, c'est fait par des départs naturels, de démission ou de départ à la retraite qui n'ont pas été remplacés donc depuis 2016-2017. 2016-2017. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, depuis 2-3 ans, on se rendait compte un petit peu que l'effectif se réduisait, mais c'est pas encore une claque, quoi. Parce qu'en fait, on voit les gens partir les uns après les autres, et on voit qu'il n'y a pas de remplacement. Alors, on faisait un travail d'élu en CSE, remplacer celui-là, remplacer celui-ci. Mais c'est vrai que là, le 15 octobre, là, il y a un truc qui tombe, quoi. Là, c'est vraiment l'annonce donc de 29 licenciements, donc assorti de 13 postes en plus qui ne seront pas, qui ne seront pas remplacés de 2020, quoi. Donc, ce qui fait D'accord. 42 postes supprimés juste en 2020, quoi. Et donc ça a été un petit peu genre une goutte d'eau qui a fait, qui a énervé vraiment les collègues. Et dans ce que tu m'expliquais ou dans ce que j'en ai compris, déjà vos revendications, vous rejetez tout en bloc. Vous rejetez l'accord de méthode, vous négociez aucune de ces suppressions d'emplois, si je comprends bien. Et l'autre chose que tu m'avais expliqué, c'est que oui, il y a beaucoup de spontanéité, de colère chez les collègues, quoi. Il y a des grèves qui se construisent. Même parfois, quand il y a pas un élu CGT qui est là pour construire le piquet, enfin, je sais pas si tu veux nous raconter un petit peu ça, mais c'est assez impressionnant quand on voit l'état du secteur aujourd'hui, quoi. Où il y a peu de luttes et encore moins des luttes de cette forme-là, non? Ouais, en fait, pour dire, pour un peu expliquer la colère qu'il y a dans l'entreprise, c'est que, bon, en fait, un PDV PSE, donc c'est deux livres, hein, le livre 1 qui s'occupe des gens qui partent et le livre 2 qui s'occupe des gens qui restent, donc avec une réorganisation, ce qu'ils appellent les restructurations. Il faut traduire ça par faire autant de marchandises avec moins de monde. Et donc, ils le couchent sur un papier. Voilà comment vous allez travailler une fois que vous serez moins nombreux. En fait, voilà comment ça va se passer. Et c'est à la lecture de ce livre que ça a mis le feu aux poudres, en fait. Puisque, en fait, ils venaient saccager ce qui était le cœur de métier de chez nous, hein, en dégradant le travail, en surchargeant aussi la charge de travail qui était déjà forte, hein, chez nous. On était déjà avec des collègues qui étaient déjà au bout du rouleau au niveau des conditions de travail. Et on vient leur dire, ben, attends, copain, t'en as pas assez, on va t'en mettre encore un peu sur le dos, quoi. Donc, c'est ça un peu, effectivement, qui a mis le feu aux poudres. Parce qu'un DPV PSE, ça fait plus électrochoc que c'est goutte à goutte, ces départs qui ne sont pas remplacés depuis 2 ou 3 ans, quoi. Et puisque là, on vous dit noir sur blanc, on nous dit noir sur blanc, voilà comment tu vas travailler demain. Et cette nouvelle restructuration, cette réorganisation du travail, elle est clairement punitive pour les ouvriers, quoi. Donc maintenant, je prends la deuxième partie de ta question, hein, par rapport au mouvement qui s'est construit. Donc,
comme je répète, hein, le 15 octobre, on apprend l'annonce du DPV-PSE. Le syndicat tarde à réagir parce qu'on réagit que le 19 octobre. Logiquement, on aurait dû réagir le 15. Donc il y a un appel illimité à la grève de la part de la CGT le 18 octobre et de suite ça embraye. Donc nous on a deux usines hein, qui sont collées, qui a juste une rivière entre les deux, Abydos et Lac, donc dans le 64. Et l'usine d'Abydos se met en branle le 18 octobre avec des grèves qu'on pourrait dire des grèves sur le tas. C'est-à-dire les gens quittent leur poste de travail et tiennent un piquet ou une assemblée du car qui était en poste. Alors effectivement, après, ça fait effet boule de neige. Parce que petit à petit, dans les différents ateliers, les gens apprennent d'une part qu'il y a un appel à la grève illimitée, d'autre part, il y a la ronde dans les ateliers de la part des syndicats, et puis troisièmement, il y a la lecture de ce fameux livre de la réorganisation. Et donc du coup, effectivement, il y a des ateliers qui se mobilisent, des ateliers qui ne se mobilisaient pas avant, et qui se mobilisent quand ils apprennent que l'atelier voisin se met en grève. Il suffit qu'un copain ouvrier traverse l'atelier pour leur dire nous on est en grève, que l'autre se met aussi en grève. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe. Et donc l'usine Force ouvrière nous a rejoint dans l'appel à la grève illimitée le 2 novembre. Et donc du coup l'usine de Lac, de l'autre côté de la rivière, disons, s'est arrêtée le 4 novembre par la grève. Et c'est la première fois que cette usine s'arrête par la grève, l'usine de Lac. Elle est récente, hein, elle a 6 ans cette usine. Et voilà. Et c'est là où ça a bloqué le site et que dans les médias, on a vu en fait différents articles qui parlaient en fait du site de Lac qui était bloqué et de celui d'Abydos qui était quasi bloqué, 4 lignes sur 5. Ouais. En fait, c'est une gymnastique en fait qu'il faut voir, c'est que le site d'Abydos, donc il y a 5 unités de production et on n'a pas réussi enfin, la grève ne paralyse pas la totalité des unités de production sur Abydos. En fait, il y en a toujours une qui tourne. En fait, la grève n'arrive pas à totalement arrêter les 5 unités. Sur l'Arc, c'est différent puisqu'il n'y en a qu'une. On est sur une structure d'usine très chimique, une grosse installation à Lac. Voilà, c'est-à-dire que c'est un site Céveso seuil haut à Lac aussi, c'est donc le seuil 3. Donc fatalement, il y a des effectifs de sécurité à respecter, etc. Donc la grève a très très vite fait tomber la production, quoi. Et si je comprends bien, du coup, dans ce que tu expliques, c'est que la colère des collègues, c'est autant sur les suppressions d'emplois elles-mêmes, enfin, sur le risque d'avoir son emploi supprimé, que pour ceux qui restent, en fait, qui vont avoir des conditions de travail de merde, des conditions de sécurité, en plus dans un site Céveso plus compliqué. Enfin, c'est ça qui a mis la colère, surtout, non? En fait, on arrive à lire entre les lignes, enfin même pas, parce qu'ils nous l'ont dit clairement, notre direction française, nous a clairement dit qu'ils allaient copier le fonctionnement des usines japonaises en France. Donc du coup, nous on sait partiellement comment ça fonctionne là-bas. C'est une utilisation d'une part de la sous-traitance de manière très forte, quoi, beaucoup de sous-traitants, même pour faire, je dirais, du travail de l'emploi organique. Et deuxièmement, c'est la robotisation qui est très poussée chez eux et qui, on le sait tous, en fait, c'est là où en fait il y a un débat politique à avoir derrière, c'est que sur la question de l'investissement, c'est que nous on voit bien de l'investissement, en fait, on en a chez nous. Des fois, il y a des syndicats qui disent oui, il faut investir, ça va permettre de pérenniser le site. Nous, l'investissement vient détruire de l'emploi. Parce que chaque euro investi par un patron, que ce soit à Toré ou dans une autre boîte, il est là pour faire de la machinisation, de la robotisation, et donc ça vient en fait détruire l'emploi en réalité. Et c'est ce qu'on est en train de vivre chez nous aussi. Oui, parce que quand ils gagnent en productivité, ils choisissent plutôt de faire la même marchandise avec moins de salariés plutôt que en fait de partager ce gain de productivité. Ouais, c'est vrai que c'est un classique. Et si ça me fait penser en fait, je trouve que votre conflit. D'ailleurs, je salue vraiment je sais pas s'il y en a qui le verront des collègues à toi, mais je salue tous les salariés de Toré. Vraiment, je trouve que c'est une lutte qui est exemplaire dans la période, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire bon moi je vois surtout l'aéronautique, mais même en général, hein, il y a pas mal d'autres conflits en ce moment. Enfin, il y a pas mal d'autres attaques en mode suppression d'emplois et tout, mais les réponses, elles sont soit invisibles, soit c'est beaucoup dans la négociation. Je trouve que beaucoup partent du principe
il n'est pas possible de gagner, qu'il n'est pas possible de lutter, et du coup, ce qui nous reste à faire, c'est de négocier le moindre mal, etc. Moi, franchement, ça me fait, et je le dis sincèrement, ça me fait mal au cœur quand je vois l'exemple des Bridgestone, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a été, quand il y a eu l'annonce de fermeture avec les 863 salariés, ça a été très médiatisé, ça a fait un choc. Je veux dire, même dans mon usine, on en parlait, enfin, tout le monde en parlait. Et la réponse que ce soit des camarades CGT là-bas ou des syndicats en général, de ce que j'en vois, ça a été malheureusement de beaucoup se centrer sur le dialogue avec le gouvernement. Encore cet après-midi, c'était avec Xavier Bertrand, etc. Et tout ça pour rien. Enfin, je veux dire, pendant 2 mois, pour rien, pour se faire balader. Et au final, aujourd'hui, est tombée l'information comme quoi il n'y a rien du tout, ça n'a servi à rien, quoi. C'est vraiment dramatique. Et bon, je fais tout ce parallèle parce que ça m'a fait penser quand tu as dit le truc de prendre confiance. Il y a un atelier qui se met en bataille et l'autre commence à prendre confiance parce qu'il a vu que les collègues y sont allés. J'ai pensé ça, moi, au niveau national. C'est-à-dire, je me disais, les Bridgestone, s'ils étaient partis dans une bataille dure pour refuser la fermeture, coûte que coûte, et un rapport de force, je pense que ça aurait changé un peu la situation. Ça aurait donné confiance, en fait, à d'autres boîtes qui, aujourd'hui, en fait, se disent, je veux dire, moi, quand je vais voir les Cimer à Colomiers qui ferment, mais qui sont 49 salariés, eux, ce qu'ils me disent, c'est Gaëtan, moi, je ne crois pas que nous, on va changer la situation dans le pays et qu'on va en fait installer une lutte de classe dure. Et bon, voilà, tout ça pour dire quoi que votre lutte, elle donne de l'espoir, quoi, parce qu'elle est intransigeante sur les revendications, puis elle est dure et combative, quoi. Et bon, tout ça, c'était une intervention, mais aussi une question pour savoir qu'est-ce que toi tu penses de ça. Enfin, est-ce que tu partages mon analyse sur la situation un peu en général, sur les suppressions d'emplois dans l'industrie et au niveau national, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses? Ouais, là c'est un gros morceau de discussion parce que effectivement il y a une attaque, mais en fait il faut tout recouper avec le confinement, les privations de liberté. Nous, le confinement, ça pèse aussi sur notre mobilisation, etc. Et avec aussi toutes ces fermetures d'entreprises qui sont en train de, ou pas forcément fermeture, parce qu'en fait la plupart de ce qu'on voit, c'est que justement ils réduisent le personnel un peu comme chez nous, c'est-à-dire qu'ils vont faire autant voire plus avec moins de monde. Et est-ce que la réponse elle est à la hauteur? Sûrement que non, sûrement que non. Après. Tu as pris l'exemple de Bridgestone. Si tu me permets, je vais faire une parenthèse parce que justement, c'est une multinationale japonaise comme nous en fait. Et il semblerait que chez nous, on nous dit toujours les Japonais, ce sont de vrais industriels et pas du capital financier. Non, le capital, qu'importe son drapeau, il a toujours l'objectif du profit. Et on voit bien que Bridgestone, malgré que ce soit japonais, que soi-disant les Japonais, ils ont une culture industrielle. Ils ont aucun état d'âme à fermer le site de Bridgestone en supprimant 900 emplois. Est-ce que la réponse chez Bridgestone, elle est suffisante ou elle n'est pas suffisante? Je sais, il n'y a que des camarades là-bas qui sont des camarades combatifs. Après, je ne suis pas sur site pour juger. Est-ce qu'il y a une intersyndicale qui pèse sur... parfois, une intersyndicale, ça peut être dangereux aussi. Je dis parfois, hein, c'est à chaque site, ça a sa réalité, mais elle peut tirer vers le bas la revendication du syndicat plus combatif. Parce qu'on va chercher la multiplication des sigles, on va au moins 10 ans. Alors, je dis ça comme ça, peut-être que ce n'est pas forcément le cas pour Bridgestone. Alors qu'à l'inverse, chez vous, vous avez plutôt tiré FO sur votre appel à la grève illimitée, si je comprends bien. Non, mais de toute façon, là, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Qu'on soit Force ouvrière ou CGT ou même tous les salariés. En fait, ils l'ont vu, le document. Ils l'ont lu. Donc là, c'est au-delà des étiquettes syndicales. On est sur une base, on est sur des salariés, on est sur des ouvriers qui sont dans le refus de travailler dans ces conditions-là. Après, oui, je suis content, je te remercie de saluer les copains qui sont en bagarre chez nous. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, je ne peux pas le garantir. Après, nous, on porte le message que, dans tous les cas, cette détermination, on l'a et on va la porter au maximum. Quoi. Que cette grève, on va essayer de la remporter. Quoi. De remporter et d'essayer de faire retirer ce plan social, ce plan antisocial des mains de l'actionnaire. Quoi. Ouais, ce plan de sauvegarde de l'emploi. Ouais, plan de sauvegarde de l'emploi. Non, mais c'est ça. Justement, merci de dire ça parce que c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure et que je n'ai pas dit. Comment ça se fait justement qu'on ait tant de boîtes où il y a des fermetures de sites ou des suppressions d'emplois ou même des APC, là, des accords de performance collective, et donc des réductions de salaire, et qu'il n'y a pas de mobilisation aussi en face? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur. Donc, je reprends avec ce confinement, etc. Cette destruction massive d'emplois, le patronat, ça lui fait un effet d'aubaine. Et nous, par exemple, chez nous, il dit soit c'est 29, soit on supprime l'usine complètement. Voilà en fait la balance, voilà la perspective qu'il met devant les gens.
Donc, ça fait asseoir les gens, ça. Les gens, ça leur fait peur. Parce qu'on se dit, ben, du coup, j'espère ne pas être dans le wagon des 29 et de rester. Donc, du coup, je me mets dans un petit trou et ne pas me faire voir. Et je pense que c'est ce qui se produit dans beaucoup d'entreprises en réalité. Et que les gens, ils ont cette crainte de la fermeture d'usines qui se passe tellement, de façon tellement forte dans le pays aujourd'hui. Les gens, ils se disent, ben, on va pas faire de bruit, on va pas faire de vagues. Et puis, si je mène la lutte, admettons, et que je me fais repérer pour me faire réembaucher et que je suis caractérisé comme un militant, etc., je vais avoir des difficultés à retrouver du boulot. C'est aujourd'hui ça qui pèse sur la conscience des gens. Et c'est pour ça que, enfin, moi, ça, c'est ma conception, mais que j'oppose à ça, d'une part, une conscience de la lutte, une conscience de classe, je dirais, et d'autre part aussi une organisation. Il faut toujours que dans la lutte, les travailleurs trouvent une organisation. Bon, ben, dans les entreprises, ça se concrétise par des syndicats qui viennent, voilà, qui créent des collectifs de salariés pour porter les revendications et d'organiser la lutte. Voilà, on n'est pas au-dessus, on est dedans. Voilà, le syndicat, il est l'émanation de la lutte des salariés. Et donc voilà, ça, je pense que la conscience et l'organisation, c'est deux facteurs qui sont extrêmement importants. Et d'ailleurs, sur cette question d'organisation, ça me fait penser qu'en plus de votre syndicat, où vous êtes assez investi de ce que j'ai compris dans la lutte et tout, vous avez fait des assemblées générales. Je crois que hier, vous aviez une assemblée générale qui essaie de réunir les différents ateliers. Ça, je ne sais pas si ça s'est fait, du coup, on ne s'est pas Si, eu au si, si, téléphone. si. Et tout ça. Si, si. Alors du coup, ouais, donc hier, on a convoqué une assemblée générale, parce qu'il faut aussi, parce que effectivement, on est dans le refus de négociation avec la direction, mais on n'est pas dans le refus du dialogue. La CGT participe aux réunions avec la direction dans le but d'apporter la preuve que leur plan de la honte, il est impossible à se concrétiser en termes de conditions de travail, que ça va devenir inhumain. Donc ça, c'est la voie qu'on porte dans les réunions avec la direction, et que du coup, ben, on fait un retour aux salariés par le biais de ces assemblées générales, et aussi pour faire exprimer les gens. Donc effectivement, ben, et faire voter aussi la grève. Donc c'est ce qui s'est passé hier. Donc on s'est retrouvé à 150 salariés de l'usine sur le parking de la Pas mal. boîte. Oui, oui, c'est pas mal. Sur un effectif de 400 et quelques, c'est pas mal. Sachant qu'en plus, avec le confinement, bon, voilà, on avait les bleus qui étaient là, qui prennent des photos, mandatés par la préfecture. Je dis Voilà, c'était pas mal pour ceux qui imagineraient pas peut-être, parce que quand tu entends 150 sur 400 et quelques, tu te dis, ah, peut-être c'est pas la majorité, mais en fait, dans une usine, ça se passe pas comme ça. Enfin, je veux dire, l'effectif, t'as les chefs, il y a ceux qui sont en chômage partiel, ceux qui sont confinés, ceux qui sont en vacances, mais 150, c'est énorme pour une bataille comme ça. ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc l'Assemblée, elle s'est bien passée. La grève a été reconduite. Et donc voilà, donc là, ça suit son cours, quoi. Donc on continue, on va continuer aussi avec l'organisation de caisses de grève, par exemple, qu'on a mis en place pour essayer de tenir sur le long terme, quoi. Oui, d'ailleurs, on appellera, j'ai oublié de le dire aussi, mais on l'a mis, on a sorti un article juste avant là sur votre lutte, donc sur Révolution Permanente que vous pouvez retrouver. Et là, en description, on mettra le lien de la caisse de grève que vous avez lancé aussi sur Internet. On encourage vraiment tout le monde à aller donner, à leur donner de la force, parce que donner de la force, c'est pas juste des soutiens comme ça, mais c'est un soutien financier aussi pour qu'ils puissent tenir le plus longtemps possible face au patron. Ça, c'est une chose. Et sinon, pour revenir sur le terrain national, il y a un truc que j'ai oublié, à mon avis, aussi dans les facteurs qui jouent sur la passivité et tout ça. Tu as bien décrit hein, la peur, comment elle s'exprime et par quel mécanisme, quoi. Je pense la peur de lutter et tout. Et je pense qu'il y a une autre, c'est que face aux énormes suppressions d'emplois, il y a déjà plus de suppressions d'emplois que dans toute la grève, n'importe quoi, la crise de 2008. La grève de 2008, ça aurait été bien qu'elle dure comme ça. Mais il y a déjà plus de suppressions d'emplois et il y a une atonie, il y a une passivité des directions syndicales que moi je trouve énorme. C'est-à-dire déjà, en fait, je suis militant CGT qui est plutôt critique des stratégies de la défaite, quoi, quand c'est des journées d'action isolées les unes des autres. Bon, c'est pas quelque chose qui me plaît trop, mais là, il n'y a même pas une journée d'action isolée. Enfin, il y a eu le 17 septembre qu'on a utilisé pour en fait se rencontrer entre différentes boîtes, ce qu'on discutera après, mais là, c'est vraiment les directions syndicales, elles sont confinées, quoi. Enfin, de mon point de vue. Et je pense que ça joue un peu parce que si tu n'as pas à l'horizon un plan de bataille un peu conséquent auquel te rattacher, bon, notre classe sociale, comme tu parlais tout à l'heure de conscience de classe, notre classe sociale, elle est forte que quand elle agit en tant que classe, quoi, quand elle agit un peu au-delà des frontières de usine par usine. Bon, même si une lutte comme la vôtre, ça montre un peu une exception, mais voilà, moi, je crois qu'il y a une responsabilité un peu des directions syndicales dans la période qui est catastrophique, enfin, de mon point de vue. Mais je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses et qu'est-ce que les
les salariés un peu dans la boîte et dans cette grève, ils en pensent, ils le ressentent ou pas du tout, quoi, je sais pas. Non, dans la boîte, bon, on est très focus sur la lutte qui se passe chez nous. Bon, on mène pas forcément des débats sur le. Enfin, même les mecs qui sont en grève, c'est pas forcément des gars de la CGT ni rien, quoi. Je veux dire là, bon, c'est. Ouais, moi, ce que je vais penser par rapport à ça, c'est qu'effectivement, bon, Confédération Générale du Travail, confédération, c'est-à-dire qu'il faut aussi confédéraliser la lutte. Je pense que c'est l'outil de cette structure confédérale, elle est là pour ça. D'une part, au niveau de tous les territoires, mais aussi entre les différentes branches de métiers, d'essayer de fédérer, de grouper la lutte dans l'aéronautique, la lutte dans la chimie, la lutte dans le bâtiment. La confédération est là pour donc confédéraliser. Après, moi, ce que je pense, c'est que l'objectif qu'on se donne en tant que structure syndicale va déterminer les moyens pour y parvenir. Si l'objectif aujourd'hui de cette confédération, c'est la négociation, le chemin pour aller vers cette négociation est tout sauf la lutte sur le terrain. Parce que pour aller négocier, il suffit de s'asseoir sur un fauteuil autour d'une table et de discuter. Et la lutte, elle est anecdotique ou voilà, c'est pas quelque chose qui est fondamental. Donc, Même le chat, il est d'accord. Ouais, même le chat, il est d'accord. Hein. Et C'est clair. Mais en plus, tu as vu que Philippe Martinez, encore hier, il était sur France 2 et que sa principale revendication, c'est d'être reçu et du dialogue social, quoi. Je ne sais pas si tu as vu ce passage, mais c'est vraiment. Il pleure parce qu'en fait, on l'a appelé juste un quart d'heure et puis il voudrait plutôt être reçu. Mais tu m'enlèves vraiment la question suivante de la bouche, quoi. C'est vraiment ça que j'allais te demander. Pour moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un lien entre tes revendications et du coup les méthodes de lutte, quoi. Je pense c'est un peu problématique dans la période. Ouais, mais après, la dynamique sur le terrain, elle existe. Par exemple, là, tu prends l'exemple de Toré comme un peu quelque chose qui est un peu à contre-courant de ce qui se passerait ailleurs. Mais nous, on voit par exemple à 30 km de chez nous, donc à Cercasté, la bagarre de la MAP, dans laquelle on supprime la moitié des emplois. Et j'ai vu que hier, ils ont fait une manifestation. Ils ont manifesté sur la voie publique en plein confinement. Donc, ce qui démontre aussi une certaine détermination à combattre leur plan à eux de suppression. On a vu aussi dans le département 64 l'usine de chocolat Lindt, donc une marque suisse, si je ne me trompe pas, donc qui est installée chez nous à Oloron, dans le Piémont pyrénéen. Et ils sont aussi dans le même cas de figure que nous, dans une restructuration, donc des suppressions d'emplois pour faire face à la même charge de travail. Et ils sont aussi en bagarre. Donc en réalité, la dynamique à la base, elle existe. Charge aux militants justement de fédérer ou d'unir ces luttes sur un objectif commun, par exemple d'organiser une riposte générale du monde du travail, par exemple. Mais effectivement, enfin voilà, dans le moment, il y avait cet outil des bourses du travail ou d'union départementale qui est là justement pour jouer ce rôle un peu, pour articuler ces luttes. Mais voilà, comme je le répète, si on est dans une perspective de négociation, on n'est pas dans une perspective de lutte. Tout à fait. Et du coup, ça fait bien la transition avec un peu ce que je voulais discuter à la fin. Vous, la CGT Toré, vous étiez venu de loin. Le 17 septembre, quand on avait fait en fait le collectif des salariés de l'aéronautique, qui était en fait avec l'idée que tu disais, c'est-à-dire l'idée de commencer à coordonner les boîtes qui se fixeraient pour objectif de lutter pour zéro suppression d'emploi, zéro baisse de salaire, et après autour d'un slogan qu'on s'était donné en fait quand on a écrit la déclaration en sortant de cette réunion, c'était si on touche à l'un, on touche à tous, donc un principe de base de solidarité de classe, disons. Euh, donc on a fait ce collectif et ça, enfin moi ça m'avait fait chaud au cœur en fait que vous avez fait 2 heures de route aller et 2 heures retour quoi pour venir à cette réunion-là et pour voilà essayer de construire un petit peu une coordination. Bon, on l'appelait, c'était une rencontre hein, d'abord. Voilà, c'est pas encore une convergence des luttes. Il n'y a pas assez de luttes à faire converger déjà. Enfin, on en est pas là, même s'il y a les quelques luttes que tu dis. Moi aussi, j'avais vu la map d'ailleurs qui avait, c'était assez impressionnant. Ils avaient fait un premier rassemblement à 220. Enfin, c'était vraiment très très majoritaire. C'était assez intéressant. Et, mais c'est vrai que dans l'aéro, enfin, par exemple autour de Toulouse, où il y a énormément de boîtes de l'aéro, pourtant j'ai beau suivre de près, il y a assez peu, mais bon, on avait quand même préparé ce collectif pour se préparer, disons, à se coordonner. D'ailleurs, on s'était inspiré d'une expérience à Paris, en fait, pendant la bataille des retraites. C'était la coordination RATP-SNCF qui avait commencé comme ça, c'est-à-dire avant même la grève, ils avaient fait des rencontres entre cheminots
d'ailleurs de tout syndicat ou non syndiqué, etc. Et Tramino de la RATP. Et quand la grève avait commencé, grève illimitée à partir du 5 décembre, voilà, ça avait été une coordination qui avait vécu, qui avait permis même de passer la trêve de Noël, en fait, auquel certains syndicats appelaient et tout. Bon, voilà. Et du coup, ouais, vous êtes venu et je voulais te demander ce collectif un petit peu, enfin, aussi pourquoi vous êtes venu. J'imagine que c'est parce que, au moins dans quelques militants de votre section CGT, vous avez une conception qui dépasse, même si je comprends qu'un gréviste lui-même, il fait grève d'abord pour ce qui le concerne à lui, enfin, comme tu Oui, bien expliquais tout à sûr. l'heure. Mais voilà, vous avez un peu une logique de dépasser les frontières de votre propre entreprise ou de votre propre fédération, puisque vous, c'est la Fédé Chimie et nous, c'est Métallurgie, par exemple. Donc voilà. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de tout ça aussi? Alors, ouais, c'est une réflexion que j'ai. C'est que bon, on est en lutte de classe, hein, donc les travailleurs, ils doivent se battre contre la velléité du patronat. Et on le sait, le patronat, lui, il se réunit. Il se réunit, il se coordonne. D'ailleurs, il y a par exemple, que ce soit Lint ou Toré, on voit que la stratégie patronale est la même, c'est-à-dire qu'ils ont gonflé les stocks avant l'annonce de leur plan de restructuration. Et ensuite, quand ils l'annoncent, quand les stocks sont pleins, ça affaiblit le rapport de force. Lint ou même la MAP, hein, ils ont fait des heures supplémentaires cet été, si je ne me trompe pas. Donc nous, c'est pareil, on a aussi beaucoup bossé cet été, etc. Donc nous, quand on a appris l'existence d'une coordination héros, ou du moins de cette rencontre qui a eu lieu, si les patrons ils se réunissent pour travailler contre nous, il faut que nous aussi on se réunisse pour travailler contre eux. C'est ça, nous, qu'on a trouvé intéressant de venir. Par exemple, nous, rencontrer le syndicat CGT Airbus, par exemple, c'est pour nous quelque chose de grandiose, quoi, parce que si on reste isolé dans l'usine, on ne peut que croire le discours patronal. On n'aurait aucune information de l'extérieur. Et on devrait se résoudre, en fait, à écouter uniquement la sainte parole du patron de l'usine, quoi. Alors que quand on vient dans une assemblée où il y a plein d'acteurs de l'aéronautique que nous on fournit, et que ceux-là, ils racontent un autre refrain que celui qui est chanté dans l'entreprise par la direction, ça donne aussi des perspectives nouvelles pour les salariés qui sont en bagarre. Il faut casser l'isolement, parce que ça enrichit le discours syndical, mais ça enrichit la lutte aussi, de tout le monde. Donc bon, ben voilà, c'est aussi ça pour moi qui a motivé mon syndicat. On en a parlé, hein, c'est ça qui a motivé de faire ces 4 heures de route. Et pour la petite anecdote, on a pris aussi une petite prune de stationnement à Toulouse. Donc, Ah, désolé, on n'est pas responsable de ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se garer à Toulouse. ouais. C'est un autre problème. Mais c'est vrai que le truc que tu disais des patrons, tu sais que j'ai discuté avec les copains de la CGT Figeac Aéro et ils me racontaient que le truc que tu dis sur les patrons qui se coordonnent ou alors qui utilisent telle victoire qu'ils ont eue à un endroit pour se renforcer à tel autre. Ils me disaient, en fait, les copains de Figeac Aéro, qu'ils ils prennent beaucoup en exemple le PSE qu'ils ont fait passer à 3 ans parce qu'il est très défavorable aux salariés. Enfin, il est massif. C'est 720 salariés à peu près sur 1500, donc c'est massif, avec rien en modalité de départ, quoi. Et du coup, les patrons de FIJAC qui prennent cet exemple-là, et nous, côté militant, c'est un exemple qu'on dit beaucoup en fait pour dire que à l'inverse, s'il y a des boîtes qui arrivent à avoir une victoire, c'est quelque chose que nous, on va se servir en exemple dans toutes nos boîtes, quoi. Et c'est pour ça, pour terminer un peu cette discussion, que j'encourage tous ceux qui auront écouté cette interview, voilà, à donner le maximum de force aux salariés et aux grévistes de Toré, soit par la caisse de grève. Et après, je crois que si on peut vous faire des soutiens, soit des communiqués de soutien, des sections syndicales, des vidéos de soutien, des photos de soutien, tout ce qui peut renforcer votre lutte, si vous arrivez à gagner contre ça, ça peut donner des idées à d'autres et surtout donner du courage à d'autres, quoi. Donc voilà, le plus de force qu'on peut vous donner, on vous la donnera. Et si tu as un dernier mot à dire aux gens qui regardent cette interview, vas-y, on conclut sur ça. Non, mais alors, 2 mots du coup. Le premier, c'est effectivement, ben, nous, c'est aussi ce qu'on demande à tous les copains. Effectivement, des vidéos de soutien, ça, c'est des choses qui remontent le moral et qui montrent que voilà, c'est toujours agréable de sentir une solidarité qui vient de l'extérieur. Et sinon, oui, moi, ce que je dirais à tous les salariés qui vivent un PSE, de se relever, quoi. Et que, en tant qu'ouvrier, moi, si on a un chien, par exemple, et qu'on lui marche sur la queue, à minima, il aboie. Il faut pas, voilà, il faut au moins montrer qu'on est là. Et montrer qu'on est là, c'est se battre pour nos conditions de travail qui fait que qu'on est ouvrier aujourd'hui. Avoir la fierté d'être prolo et de ne pas plier à toutes les injonctions patronales
qui nous traitent non pas comme des ouvriers, mais comme de la merde, quoi, comme des mouchoirs usagés. Voilà, donc ça, c'est important de casser systématiquement le discours de la peur qui est organisé dans les boîtes, le discours de la peur qui est là pour vendre leurs plans sociaux, leurs plans de la honte, et qu'il faut tout le temps relever la tête. Relever la tête, c'est le plus important, et le faire collectivement. Et quand il y a des groupes qui sont déterminés dans une boîte, il faut porter la détermination, copain. Il y en a des fois qui hésitent, la détermination, il faut la partager. Ça, c'est important, ça. Et comme on l'a dit hier à l'Assemblée Générale, pour finir, dans une usine, on est une famille. On est tous cousins, on est tous frères et sœurs, on est tous cousines, tantes, oncles. Quand on touche à la famille, eh ben, il faut réagir collectivement. Et c'est la seule réponse qui peut être faite de la part d'ouvriers en lutte. Voilà. Merci beaucoup, mon frère Merci de à toi. classe. Merci. Merci, Timothée.